Donc, bienvenue à toutes et à tous dans cette deuxième édition du petit déjeuner du Connecteur Innovation Recherche de la Fondation Palladio. Pour rappel très bref, le Connecteur Innovation Recherche, c'est un ensemble d'initiatives menées par la Fondation dans le cadre de ses missions d'intérêt général. La Fondation est placée sous l'égide de la Fondation de France et qui cible plus particulièrement avec le Connecteur Innovation Recherche le monde de la recherche, que cette recherche soit exercée dans les entreprises ou dans les laboratoires académiques. Avec les petits déjeuners, on a vocation déjà à faire connaissance entre des mondes qui parfois se connaissent, parfois ne se connaissent pas, et on utilise pour ça des thématiques qui nous sont transversales. Pour tout vous dire, le premier petit déjeuner avait eu lieu en décembre 2019, et puis on s'était dit qu'on allait en refaire un en février-mars 2020, et on avait à cette époque préparé le thème de l'anticipation et de la prévision, de l'imagination concernant les villes de demain. Et puis finalement, ce petit déjeuner, ce n'est pas fait puisqu'on a été rattrapé par la réalité. L'objectif des petits déjeuners, c'était d'organiser des rencontres physiques qui soient autour d'un café, tôt le matin, histoire de commencer à apprendre à se connaître. Et puis finalement, on avait jugé que du fait de la situation sanitaire, il n'était pas forcément approprié de maintenir le rendez-vous prévu en mars dernier. Donc finalement, un an plus tard, on s'est résolu à passer en format virtuel. On sait qu'il y a beaucoup d'initiatives de ce type qui sont organisées. Néanmoins, il est essentiel de reprendre le chemin qu'on avait ouvert et cette fois-ci de le poser avec des thématiques d'autant plus sensibles qu'elles font évidemment écho avec les situations que l'on connaît aujourd'hui. Ce matin, nous allons donc discuter pendant 90 minutes avec trois personnes issues d'horizons différents autour d'une thématique. Pouvons-nous imaginer, anticiper la ville de demain avec cette question très délicate, puisque ce que l'on a pu anticiper ou imaginer précédemment c'est parfois réalisé dans l'année qui vient de s'écouler. Nous en discuterons en tout cas de manière globale avec Martin Vanier, Christelle Bassard et Pierre-Antoine Marty. Dans un premier temps, Martin Vanier interviendra en tant que géographe, professeur des universités à l'École d'urbanisme de Paris. Il est également consultant au sein de la coopérative d'études Acadie. Nous passerons ensuite la parole à Pierre-Antoine Marty, qui est doctorant à l'École des hautes études en sciences sociales et qui nous parlera notamment de la façon dont on anticipe les villes dans les récits de science-fiction. C'est donc un regard très décalé. Et puis, nous discuterons avec Christelle Bastard, qui est Associate Director Research à CBRE et qui a participé à une étude d'anticipation des tendances et de prospective à horizon 2030 pour CBRE, donc en tant qu'entreprise. Et nous échangerons par la suite avec vous dans le cadre de ce format Zoom. Si vous souhaitez poser vos questions durant les trois premières interventions, nous allons les enchaîner. Donc, vous aurez la possibilité de poser les questions à la suite des trois interventions. Néanmoins, vous pouvez tout de suite intervenir dans le chat. Nous récolterons l'ensemble des questions et évidemment, nous les poserons à la suite des interventions. Je rappelle que nous sommes donc en format Zoom. Merci d'éteindre vos micros le temps des présentations et nous aurons l'occasion de se retrouver d'ici environ 45 minutes pour ouvrir la discussion à tous les participants. Dans un premier temps, j'accueille Martin Vanier, qui est notre premier intervenant. Martin, vous êtes géographe, professeur des universités à l'École d'urbanisme de Paris. Vous êtes également consultant au sein de la coopérative d'études Acadie. Et puis, vous avez commis dans vos derniers écrits, notamment un écrit autour du virus de la recherche. Ça, c'était pendant la période de confinement. Et vous ouvrez votre article sur notamment le fait que si le XXe siècle a été celui de la prospective, celui du XXIe siècle serait plutôt celui de la prévision. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point de différence entre prospective et prévision et les conséquences que cela porte? Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Étienne, merci beaucoup. Je veux bien, mais d'abord, je veux souligner quelque chose qui m'est apparu ce matin en regardant les écrans. Il y a sur un écran le titre qui est « Pouvons-nous anticiper la ville de demain ?» Et il y a sur un autre écran un titre qui est « Pouvons-nous imaginer la ville de demain ?» Et je me tourne vers vous tous. Anticiper et imaginer, ça veut dire la même chose ou il y a un loup dans Il y a un cette loup. petite… Il n'y a pas de loup, mais moi j'en vois un. Moi j'en vois un. Il faut voir des loups dans le vocabulaire. Et le vocabulaire du futur en particulier. Par exemple, notez tous que nous avons deux mots
pour parler de ce qui n'est pas encore là, l'avenir et le futur. Et qu'en général, nous prenons souvent un mot pour l'autre sans trop nous interroger sur le sens de l'un ou de l'autre. Notez tous que nous avons une variation considérable de termes pour parler des attitudes que nous pouvons avoir vis-à-vis de ce qui n'est pas encore là. Prévoir, prédire, projeter, préparer, et je pourrais continuer longtemps encore. Ce n'est pas des petits débats, parce qu'effectivement, c'est la nature de la relation avec ce qui est encore inconnu. Alors, mon propos, il est assez simple. Il n'est pas, Étienne, il n'est pas si prévisionniste que ça. Il dit ceci. Au cours du XXe siècle, et le XXIe siècle le confirmera, nous n'avons jamais autant fabriqué de savoir sur le futur, autant été en capacité d'informer ce qui va se passer, y compris dans des systèmes de connaissances extrêmement sophistiqués, comme par exemple le climat mondial. Et heureusement que nous avons ce progrès scientifique. Ça nous rappelle en passant que la science, elle est fondamentalement prédictive, que sa raison d'être est de pouvoir précisément construire une connaissance qui va pouvoir servir demain. En même temps, et le lancement de cette petite conférence en était une des illustrations parmi des 1000 autres chaque jour, puisque tu as commencé, Étienne, en disant « on avait prévu », mais ça ne s'est pas passé comme ça. Alors, il a fallu s'adapter, etc. En même temps, il semble bien que plus nous savons et plus nous entrons dans un monde incertain. Alors, c'est ce paradoxe-là que je veux souligner d'abord. Le savoir est du côté de la prévision, le savoir incertain et disons, l'incertitude dans ces savoirs certains est du côté de la prospective. Et je vais prendre une minute pour lire un petit texte de l'historien Harari, de Yuval Noah Harari, dans ce bouquin-là que je vous recommande si ça n'a pas encore été lu, parce que ça, c'est absolument considérable de mon point de vue. Il dit ceci, j'en ai vraiment pour 10 lignes. Certains systèmes complexes, comme la météo, sont indifférents à nos prédictions. Ce n'est pas parce que je sais qu'il fait beau dans 3 jours que ça va changer quoi que ce soit au fait qu'il fait beau. À l'inverse, le développement humain, on pourrait dire la ville, le développement humain, les faits humains, est un processus qui y réagit à nos prédictions. En fait, meilleures sont nos prévisions et plus elles engendrent de réactions. Paradoxalement, plus nous accumulons de données et augmentons notre puissance de calcul, plus les événements deviennent désordonnés et inattendus. Là, c'est l'incertitude. Plus nous savons, moins nous pouvons prédire. Imaginez par exemple qu'un jour les experts parviennent à déchiffrer les lois fondamentales de l'économie. Aussitôt, banques, gouvernements, investisseurs et clients commenceront à utiliser ce nouveau savoir pour agir de manière inédite et prendre l'avantage sur leurs concurrents. Car à quoi bon de nouvelles connaissances si elles ne se traduisent pas par de nouveaux comportements? Hélas, le jour où les gens changent de comportement, les théories économiques deviennent obsolètes. Et nous avons beau savoir comment l'économie fonctionnait dans le passé, nous ne comprenons plus comment elle fonctionne à présent, sans parler de l'avenir. Alors, c'est ça que j'ai voulu dire dans ce petit article. Nous ne pouvons pas nous passer de prévisions. C'est inimaginable parce que nous sommes dans ce monde scientifique dont la finalité est effectivement prédictive. Et plus nous prédisons, plus nous nous donnons des moyens autonomes, et ça c'est une grande liberté, de réadapter nos choix et nos comportements à ce nouveau savoir. Et par conséquent, nous transformons le logiciel du futur. Et à ce moment-là, effectivement, il y a ce grand moment d'incertitude qui est un peu vertigineux et qui nous surprend. Voilà ce qu'était le point de départ. Alors, pour le résumer, la prévision est scientifique et effectivement, la prospective doit conduire à d'autres registres et c'est ce que je lirais davantage dans le mot imaginer que dans le mot anticiper. Est-ce que, en termes de prospective, il y a en France, enfin, il y avait la DATAR, est-ce que les exercices de prospective territoriale seraient aujourd'hui encore pertinents pour nous préparer à l'avenir? Il faut prendre notre appétence, notre goût, notre volonté de nous saisir du futur pour un grand progrès démocratique. Ni plus ni moins. C'est peut-être le front ultime de notre émancipation collective que d'avoir la capacité à partager avec le plus grand nombre, parce que pour l'instant c'est loin d'être le cas, le débat sur le futur. Donc, je ne pense pas qu'on puisse, le moins du monde,
constater une sorte d'effondrement de cette curiosité, montent des rapports de plus en plus religieux dans nos sociétés développées à l'avenir, ça nous le savons. Ils sont concurrents avec cette posture scientifique vis-à-vis du futur, c'est certain. Ils renvoient à une certaine forme de fatalité dans toutes les religions, sans exclusive. Et ils mettent en retrait l'homme ou la femme par rapport à ses capacités à se projeter dans son propre avenir. Enfin, globalement, là, pour redescendre un peu sur Terre, il y a toujours autant d'exercices de prospective. Et si vous avez l'impression qu'il y en a moins, c'est que vous regardez un acteur ou un autre qui, lui, n'a plus les moyens de la déployer. Et par conséquent, c'est que vous êtes en train de louper l'acteur qui a ouvert ce nouveau champ. Et pour le dire assez rapidement, l'État ne fait plus d'exercice de prospectif. Ce n'est pas par manque de moyens, c'est parce qu'il sait qu'il n'a plus de légitimité pour organiser ce débat. Les collectivités en font, les entreprises en font bien sûr, les collectifs en font à leur manière, y compris sans utiliser le terme. Je crois que nous n'avons pas fini au XXIe siècle de déployer nos capacités de saisissement du futur. Alors, si on en vient à la question cible de ce matin, qui est celle des villes, qui aujourd'hui essaie d'imaginer, d'anticiper les villes de demain et selon vous, quelles sont les méthodes actuelles qui sont déployées et quelles pourraient être les méthodes futures qui vont se mettre en œuvre pour cela? Alors, j'ai bien sûr réfléchi à cette question qui est difficile, et encore plus si vous la référez tout de suite à une capacité méthodologique. Parce que moi, en bon chercheur que je suis, je commence d'abord par me poser quel est le problème. Et puis ensuite, finalement, je vais chercher la méthode. Quel est le problème? Je pense que le problème avec la ville, c'est que c'est à la fois le lieu de la plus forte ou d'une très forte, la plus, c'est peut-être exagéré, mais d'une très forte inertie matérielle, d'une très forte inertie de ce qui est là. Et encore plus au XXIe siècle où nous avons des engagements politiques à faire de l'urbanisme dans le tissu urbain déjà existant, à ne pas continuer un urbanisme extensif. Mais des milliers d'années, des milliers d'histoires urbaines racontent le palimpseste qu'est la ville, c'est-à-dire cette inertie. C'est même parfois quand on la voit plus, cette ville d'antan, en fait, elle est sous-jacente à nos trames urbaines, elle est sous-jacente à des grandes orientations de notre paysage urbain. Et puis, matériellement, concrètement, je suis devant ma fenêtre où je vois des bâtiments du début du siècle, et puis derrière, ceux de l'extension des années 50, 1850 à Grenoble. Voilà, la ville, c'est quand même l'endroit où se dépose, et se dépose pour très longtemps, le passé, et où se saisit le spectacle du passé. Et en même temps, c'est le lieu alors, de la plus forte, je ne sais pas, en tout cas d'une très forte réinvention, redéfinition, reconfiguration permanente des modes de vie, des pratiques. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, pour simplifier, on a l'impression que le décor évolue relativement peu, et surtout en Europe. Nous avons une culture patrimoniale aiguë, peut-être moins vrai aux États-Unis, en Chine ou ailleurs. Donc un décor qui a une forte inertie, ce n'est pas qu'un décor, c'est une matérialité et une façon de l'investir collectivement, individuellement, qui, elle, a une rapidité de changement d'une génération à l'autre, d'une décennie à l'autre. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard si on appelle ça les modes de vie, et que ça renvoie aussi à ces moments de saisissement qu'on appelle la mode, et puis qui vont être ensuite contestés par de nouveaux modes de vie, etc., etc. Alors, ça répond un peu quand même à votre question. Si on doit déployer des méthodes pour voir la ville de demain, l'imaginer, l'anticiper, la proposer, la travailler, ne pas se laisser surprendre par elle, etc., je pense qu'il faut être particulièrement attentif à cette dynamique des modes de vie, à ce qu'elle investira le déjà là et le demain toujours déjà là, mais autrement, et peut-être être un petit peu moins obsédé par la forme. Parce que la forme, j'aurais tendance à penser 80-90%. Voilà, il va y avoir des quartiers nouveaux, bien sûr, des bâtiments qui vont tomber pour être remplacés par d'autres, mais c'est quand même le lieu de l'inertie matérielle. En tant que chercheur en géographie et en même temps en tant que consultant chez Acadie, qu'est-ce qui vient du monde de la recherche dans vos méthodes de travail? Je parle en termes de travail d'anticipation, de prévision ou de projection. Qu'est-ce que vous mobilisez de votre métier de chercheur dans les expertises que vous pouvez produire pour des collectivités, par exemple, ou des entreprises? C'est assez clair parce que c'est ce qu'on explique aux étudiants pour bien les emmener vers cette posture-là. C'est la capacité à ne pas se précipiter sur les réponses, mais à travailler les questions.
C'est pour ça qu'on nous appelle des chercheurs et pas des trouveurs. Ça serait quand même plus honorable qu'on soit des trouveurs de temps en temps, mais le fait est que nous passons notre vie à reformuler le sujet, ce que nous appelons donc la problématique, à la travailler en tant que telle et à mettre en alerte, en vigilance sur le fait que c'est ce saisissement-là qui est la condition des bonnes réponses. Et je suis frappé souvent par des collègues que je côtoie dans l'activité de conseil et qui n'ont pas mon parcours, qui en ont un autre extrêmement essentiel, hein, avec des technicités que je n'ai pas et des savoir-faire et des sécurisations de l'action que malheureusement je n'ai pas, parce que chacun son boulot, mais qui sont forcément happés par l'aval et happés par la réponse et happés par la solution et par la méthode, par exemple, hein, ou par la prescription. Au risque parfois de glisser avec une vitesse impressionnante sur quel est le problème. Et moi, la seule question qui m'intéresse, c'est quel est le problème. Ce matin, j'ai commencé par contester les termes de la question. C'est un peu vache, mais c'est un classique. Ah, tiens, vous avez marqué anticiper, puis imaginez, c'est pas pareil. C'est un truc de chercheur, ça. Pour tout vous dire, en fait, je l'avais vu un peu à la dernière minute aussi quand j'ai lancé le Zoom. Bref, mais une dernière question. Est-ce qu'il faut savoir anticiper longtemps à l'avance ou est-ce qu'il faut être capable d'anticiper juste à temps? Voilà, on en a parlé ensemble pour ne rien cacher aux personnes qui nous écoutent. Pris dans le vertige de plus je sais et plus j'entre dans un monde incertain, plus je sais, prévision, plus j'entre dans un monde incertain, prospective, je pense qu'en réalité, la plupart d'entre nous, et nos organisations en particulier, nos entreprises, nos métiers, sont en quête de ce qu'on a appelé là récemment un peu facilement l'agilité. Parce que une chose est d'être capable de prévoir le climat dans 50 ans ou la population française en 2070. Une autre encore est d'être capable de formuler des scénarios sur l'avenir de la ville. Tout ça est très séduisant, assez intellectuel. N'empêche que le kidam qui parmi nous peut juste avoir un quart d'heure d'avance sur ce qui va se passer dans tous les domaines et à tout propos, est quand même pas loin d'être un dieu. Parce que hein, c'est comme dans les films où on voit le héros qui a une préscience, qui voit l'événement juste avant qu'il se réalise. Alors des fois c'est quelques secondes donc il n'a pas le temps de, mais voilà. Donc je pense qu'en fait ce que nous développons, bah, c'est pas cette préscience, mais c'est ce qu'elle implique de notre part. Si je sais un quart d'heure à l'avance ce qui va se passer, alors je peux m'adapter, m'ajuster, ne pas faire ce que j'avais prévu de faire, m'y prendre autrement et apporter d'autres réponses. Et je pense qu'en réalité dans ce moment d'incertitude, c'est cette aptitude-là qui est assez court-termiste, mais qui est très intéressante quand même, que nous développons, parce qu'elle ne remet rien en cause de nos capacités prévisionnistes, elle ne nous prive absolument pas de nos capacités prospectives, elle y ajoute une troisième qualité, qui est celle d'une agilité et d'une adaptabilité permanente. Merci beaucoup, Martin. Alors, on va continuer la discussion d'ici une vingtaine de minutes avec Christelle et Pierre-Antoine, une fois que leur introduction aura été faite. Et puis, évidemment, pour toutes les personnes qui nous suivent ce matin, vous pouvez commencer à nous poser les questions dans le chat de Zoom que vous trouvez en bas de votre écran, puisque tout le monde est un expert de Zoom après un an de télétravail. Je passe la parole maintenant à Pierre-Antoine Marty. Pierre-Antoine, alors on se connaît, donc on se tutoie. Pierre-Antoine, tu es consultant chez Bluenov en innovation, mais tu interviens en tant que doctorant à l'École des hautes études en sciences sociales, où tu es en train de terminer une thèse autour des récits de science-fiction. Et ce matin, nous te proposons d'intervenir parce que tu as une spécificité, c'est que tu es capable de nous prédire ce que les villes sont dans les récits de science-fiction, puisque ça fait partie d'un travail de recensement que tu as conduit. Donc, bonjour Pierre-Antoine et bienvenue dans ce petit déjeuner. Est-ce que je te laisse peut-être prendre la parole sur une rapide présentation de cette thématique pour ce matin? Voilà, Oui, c'est affiché à l'école, à l'écran. à l'écran. Oui, effectivement, j'ai cette double casquette entre science-fiction, on va dire innovation, et cette double casquette tend de plus en plus à n'en faire qu'une parce que la science-fiction a de plus en plus d'écho parmi les dirigeants, parmi le public, mais aussi parmi les dirigeants, parce qu'on se rend bien compte que, comme disait M. Vanier, le futur est un sujet de curiosité, mais il est aussi de plus en plus difficile à prévoir. Et donc, l'apport de la science-fiction, c'est qu'elle fait ça, c'est qu'elle fait des prédictions qui sont parfois incongrues, mais qui peuvent s'apparenter assez justement à la réalité. Et je prends pour exemple ce film que vous avez sans doute vu, ou en tout cas les scènes vous disent sûrement quelque chose, parce qu'on les a vécues a posteriori. C'est le film « Je suis une légende ».
Et quand on s'est tous retrouvés confinés avec les villes complètement muettes et désertes, on a tous dit, mais en fait, on est en train de vivre un film de science-fiction, comme si c'était ça la référence qui nous venait. Et d'ailleurs, on parlait beaucoup de ce film-ci, où on voit Will Smith dans des villes désertes, un peu la nature qui reprend ses droits dans la ville. Alors, on l'a dit, prévoir le futur des villes, c'est compliqué parce qu'il y a cette force d'inertie, il y a le fait qu'une ville ne bouge peu, on le disait quand on préparait cette intervention. Donc, elle ne va pas bouger trop matériellement, mais la manière dont on a de vivre à l'intérieur peut radicalement changer. En tout cas, peut changer, elle a radicalement changé, même si ce n'est pas, espérons-le, parti pour durer. Et la science-fiction peut permettre d'appréhender ces changements assez radicaux. Alors, j'aime bien justement cette phrase de Philippe Gadic qui dit en fait, le boulot de la science-fiction, ce n'est pas de prédire. Elle fait juste semblant de prédire. Prédire, je reviens un peu sur la distinction que faisait Martin Vanier, prédire, ça voudrait dire que quelque part, le futur est déjà dit, que des gens ont accès à ce qui a été dit, ils peuvent le répéter. En fait, le futur n'est pas écrit par avance. Donc, en fait, la science-fiction ne prédit pas, elle explore. En fait, elle ne fait pas de prévision, elle imagine, elle fait de l'imagination, pour reprendre la distinction de Martin Vanier. Et elle a même une capacité, du fait qu'elle s'ancre dans le domaine de la fiction, de prévoir des choses, on va dire, les plus fantasques, les plus réalistes, mais aussi les plus fantasques. Or, on se rend compte que la réalité peut parfois dépasser la fiction la plus fantasque. Et pour le coup, la science-fiction, je dis, elle a de plus en plus d'écho. Alors, il y a deux grandes, on va dire, approches pour anticiper l'avenir. Il y a l'approche un peu plus rationnelle, construite de la prospective, et l'approche plus intuitive et narrative de la science-fiction. Alors, les deux sont intéressantes. Sociologiquement, enfin, les approches sont différentes. Dans la prospective, on écrit des rapports, et la science-fiction, on écrit des histoires. Donc, les approches sont différentes pour des résultats forcément différents, mais les deux ont leur rapport, au point que la science-fiction a été quand même accaparée par le domaine du conseil et dans les institutions et les entreprises par le biais du design fiction, c'est-à-dire utiliser la puissance de la fiction, la puissance de casser les limites de l'imagination pour l'appliquer au monde de l'entreprise, au monde des institutions. La science-fiction a cette capacité, en explorant, parfois de réussir à inspirer, un potentiel d'inspiration. Elle a beaucoup inspiré l'industrie spatiale. Quand vous utilisez le terme robot, vous utilisez un mot qui a été inventé par un auteur de science-fiction, Karel Capek, qui a inventé le mot robot dans une pièce de théâtre dans les années 20. Quand vous utilisez, on ne l'utilise plus beaucoup maintenant, le mot cyberespace, vous utilisez un mot inventé par William Gibson dans son roman Cyberpunk Neuromancien. Idem pour le mot avatar. Le mot avatar a été non pas inventé, mais utilisé dans son acception de double incarnation numérique par l'auteur Neil Stephenson dans son livre traduit en français sous le titre du samouraï virtuel. Donc cette capacité d'inspiration, elle n'est pas à négliger. En inventant des futurs, on arrive à peut-être à les susciter. Mais j'aimerais aller un peu au-delà on va rentrer dans le thème de la ville, après cette partie un peu plus méthodologique, un peu au-delà du simple côté scientifique et on va dire presque gadget, voiture volante, comme je l'ai mis sur mon slide d'ouverture. La science-fiction, en explorant le futur, en fait, elle explore. L'idée, c'est pas de se dire à quoi vont ressembler les voitures ou les objets, c'est qu'est-ce que sera l'humanité de demain. En fait, elle explore les futurs de la civilisation, des scénarios les plus pessimistes aux scénarios les plus optimistes. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte en préparant cette petite intervention, c'est qu'il y avait un lien entre le futur imaginé de la civilisation et le futur de la ville. Souvent, en fait, la ville vient donner une inscription territoriale, une inscription matérielle à la civilisation telle qu'on se l'imagine, comme si c'était les deux faces en fait, d'une même pièce. D'un côté, le côté matériel qui incarne le côté spirituel de qu'est-ce que l'humanité va devenir. Et donc, ce que je vais faire, c'est explorer avec vous quelques grands scénarios urbains imaginés par la science-fiction. J'en ai 3 grands macro-scénarios, mais on peut les décliner, et puis il y en a d'autres plus annexes. Alors, le premier, c'est la grande ville, on va dire, assez autoritaire et verticale. On pense au ministère de la vérité, au ministère du bonheur et de la paix dans 1984, 3 immenses bâtiments qui dominent Londres,
Mais cette idée d'une ville qui gravite autour des grands bâtiments centraux, etc., tout bien organisé, on l'a par exemple dans la cité du grand juge de Van Vogt. Et je vous conseille, si vous êtes intéressé par la thématique l'urbanisme un peu iconoclaste, de lire Robert Silverberg, Les monades urbaines, où voilà, on est en 2500 et l'humanité pour se dire bon, mais comment on va régler le problème de la surpopulation. On décide de tout raser, de faire des tours de 10 km de haut, 1000 étages, et toutes les tours sont identiques. On peut un peu comme si vivre à plusieurs dizaines de milliards d'habitants sur Terre sans trop de problèmes. Ça nous dit quelque chose sur une vision de l'urbanisme très autoritaire, très organisée. À l'inverse, il y a eu un changement de paradigme, on va dire, dans les années 80, 90, avec la vague cyberpunk, où là, on imagine une ville assez déglinguée, toujours tentaculaire, mais désorganisée, polluée, sale, dans un environnement qui est ultra-libéral. Alors, c'est plutôt assez amusant, parce qu'il y avait une forte inspiration japonisante dans le cyberpunk des années 80-90. On disait que le Japon allait être sans doute une des plus grandes puissances à l'avenir, et la Chine était complètement absente des radars. Je dis ça parce qu'en fait, ça a une signification. On se dit que le futur qu'on imagine est toujours plus ou moins lié au présent. Je pense que si on retrace un peu ces grandes visions de la ville, on a un peu une évolution aussi de l'histoire de l'urbanisme, un urbanisme plus contrôlé à un urbanisme qui s'est un peu plus ouvert comme ça, plus étatique versus plus privé. Donc, c'est difficile de s'affranchir de son contexte quand on imagine le futur. La dernière vision, c'est la vision spatiale, évidemment, la ville et l'espace. C'est une vision un peu plus utopique du futur de la ville, où justement la ville devient une page blanche. Là, il y aurait un peu tout à imaginer. Donc, j'aime bien donc les stations spatiales, etc. J'aime bien ce roman de James Blish qui s'appelle Les villes nomades, où il imagine en fait qu'on va extraire les villes, on extrait New York, on extrait Paris de la Terre, on les envoie dans l'espace comme ça, sous des bulles. Les villes sont dirigées par des intelligences artificielles. On est presque dans une version très anticipée d'une smart city très particulièrement développée. Évidemment, l'horizon martien, alors construire la vie sur Mars, on a compris qu'il n'y avait pas forcément de vie sur Mars, justement, et qu'elle était à construire. La planète rouge est justement cette page blanche dans l'imaginaire de la science-fiction. Alors, le premier à vraiment avoir bien exploré ça, c'est Bradbury, et j'aime bien la couverture qui nous dit à quel point, à l'époque, dans les années 50, on se disait peut-être qu'en fait, on peut habiter sur Mars sans trop de problèmes, quoi. Il suffit d'arriver là-bas. On n'avait pas trop conscience de la réalité atmosphérique. Mais bon, il y a une lignée comme ça qui s'est développée sur qu'est-ce qu'on ferait comment on pourrait habiter Mars. Et la science-fiction a beaucoup imaginé ça, au point que aujourd'hui, ça revient des questions concrètes. Hein. Ça, c'est les planches de Elon Musk ou alors de Mars City Design, peut-être que vous connaissez. C'est des vraies entreprises qui réfléchissent vraiment à la manière dont on pourrait coloniser, s'installer sur Mars. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire Mars, passer par l'espace, ça peut être aussi un moyen métaphorique de réfléchir à la ville, d'inventer la ville dans une nouvelle radicalité, de se dire qu'est-ce qu'on ferait si tout était à inventer. Et aussi, dans notre planète qui va être de plus en plus difficilement habitable avec le changement climatique, avec peut-être les épidémies, peut-être des choses desquelles on pourrait s'inspirer. Je termine très rapidement sur une petite touche d'ouverture, d'éloge à l'imagination. Peut-être que vous connaissez, vous avez reconnu la ville qui s'appelle Crocusante, c'est la capitale de la galaxie dans Star Wars, galaxie très lointaine dans des temps très reculés. Tout ça pour dire quoi? La fiction a cette capacité de susciter des imaginaires assez riches, parfois aussi le rêve. Et je voulais juste terminer sur cette note de se dire la ville est aussi faite de rêves, hein, sur les 10-20% qui restent. Il y a quand même un espace pour le rêve, et les histoires, elle est aussi faite d'histoires, et les rêves ont la capacité à forger la ville. Voilà, ce sera mon mot de la fin sur cette prise de parole à propos de la science-fiction.
Merci beaucoup, Pierre-Antoine. J'ai une petite question de suite. Est-ce qu'on peut imaginer, alors désolé de revenir à des considérations très conjoncturelles, mais est-ce qu'on peut imaginer que la crise pandémique et sanitaire qu'on vit et qu'on a traversée va réorienter un imaginaire? C'est-à-dire qu'au même titre que tu le mentionnais très bien, les imaginaires sont le reflet aussi d'une situation présente. Qu'est-ce que l'on peut dire de la crise actuelle, par exemple? Est-ce que ça va réorienter dans un sens d'une vision plus sanitaire du futur? Est-ce que ça peut marquer le pas vis-à-vis de visions post-écologiques qu'on avait vu se développer? En quoi est-ce que le présent actuel est en train peut-être de saisir notre capacité à imaginer? Je pense que là, oui, il va y avoir un chamboulement. C'est difficile de prévoir, hein, justement, mais je pense qu'il y a quand même un chamboulement dans nos imaginaires. Alors déjà, la crise aujourd'hui, enfin, je l'ai dit, on est plus ou moins rentré dans une prise de conscience on vit dans une situation qui peut être science-fictionnelle déjà. Donc, là, le fait de se retrouver tous dans des visios, en fait, ça a été plus ou moins écrit déjà par la science-fiction. Si on avait dit il y a 2 ans, on va tous se retrouver dans des visios, on ne pourra plus se retrouver sur place, vous aurez dit, ouais, c'est bon, rentre chez toi, va lire tes livres. Et en fait, il se trouve que bon, c'est ce qu'on vit. Là, on a beaucoup parlé du monde d'après avec la crise, parce que justement, on s'est rendu compte qu'il y avait une sorte de chaîne d'événements qui étaient reliés les uns aux autres, et puis que d'un coup, cette chaîne, elle est complètement brisée. Et d'un côté, ça nous a tétanisés, et d'un autre côté, ça a ouvert beaucoup de possibles. Ça en a ouvert, ça a aussi pas mal fermé, parce que je parlais du cyberpunk, et on avait beaucoup cette vision de se dire qu'est-ce qui se passerait en cas d'effondrement ou de crise grave. Et en fait, on a montré on imaginait par exemple que les entreprises allaient supplanter les États, etc. Mais non, on a montré qu'en fait, il y a des invariants. La puissance étatique est toujours là, elle a assuré le job, elle a fait le job. Et sur les imaginaires de demain, je pense, oui, ça a peut-être exacerbé certaines choses, de dire futur très génique, sanitaire, etc. Puis bon, ça a quand même ouvert tout un pan sur qu'est-ce que c'est qu'une ville soutenable, comment on pourrait vivre. Ça apparaît moins dans une petite intervention, mais comment on pourrait vivre plus en harmonie avec la nature, avec le monde sauvage, etc. Par exemple, dans la science-fiction, il y a beaucoup de récits qui se passent dans des situations post-apocalyptiques, après une explosion nucléaire, après un cataclysme, etc., où on se rend compte que la logique veut que la narration s'oriente sur des communautés, on quitte les villes, on est dans des communautés un peu comme ça. Et on a une sorte d'esprit comme ça, on continue à vivre dans les villes, mais on a une sorte d'esprit comme ça qui a germé, il me semble, après la pandémie. Voilà, je pense qu'il y a tout un répertoire de possibles qui s'est ouvert, et peut-être qu'on peut aussi s'en inspirer en lisant de la science-fiction qui les a déjà un peu explorés d'une certaine manière auparavant. Est-ce que le design fiction peut justement est un outil qui se développe de plus en plus, hein, on voit de plus en plus d'entreprises qui ont recours. Quel est le lien entre design fiction et travail prospectif ou stratégique d'une entreprise d'une part? Et peut-être de manière plus originale, est-ce que le design fiction peut être mobilisé dans un laboratoire en sciences, alors peut-être plutôt en sciences sociales, mais sans doute aussi en sciences pour l'ingénieur, en sciences dures? Sur le lien entre design fiction je pense qu'il y a un potentiel évidemment d'utiliser le design fiction pour le futur. En fait, la prospective, c'est essayer de prévoir. Le design fiction, c'est aussi essayer de co-créer, c'est-à-dire raconter une histoire en se disant à quoi on voudrait vraiment que les choses ressemblent. C'est plus une exploration, on va dire, normative. Comment est-ce que je voudrais que le futur soit concrètement, versus une prospective qui va plus être dans comment les choses pourraient être. La prospective fait ça aussi, fait des scénarios sur à quoi je voudrais que ma structure ressemble, etc. Mais le design fiction, oui, peut apporter ça avec le côté raconter des histoires qui rend les choses plus abordables peut-être.
Et le deuxième, si tu peux me rappeler la deuxième partie de ta Ce serait question. le lien, cette fois-ci, entre design fiction et recherche, plutôt en laboratoire, donc sur des exercices plus académiques. Est-ce qu'ils peuvent être mobilisés, que ce soit dans les sciences sociales ou dans les sciences pour ingénieurs? Oui, voilà, je rebondis peut-être un peu sur ce que disait Martin Vanier tout à l'heure, c'est-à-dire que la science, c'est aussi faite d'hypothèses. Mm. On fait des hypothèses, on essaie de les vérifier, parfois en laboratoire et puis parfois voilà, en observation. Je pense que le design fiction a cette capacité de pousser peut-être la pratique de l'hypothèse en allant chercher des méthodes un peu originales, un peu iconoclastes, des présupposés euh, qui peuvent paraître, comme je disais, assez incongrus, mais qui peut être intéressant de partir de ces présupposés-là pour tirer un peu le fil. Donc oui, ça apporte une sorte de bulle d'air hein, qui ne peut pas non plus effacer toutes les autres approches, mais qui a des choses à faire intéressantes. Merci Pierre-Antoine. On revient, on Merci. continue l'échange d'ici une dizaine, quinzaine de minutes. Nous passons à notre troisième intervenante, Christelle Bastard. Bonjour Christelle, bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour Étienne, bonjour à tous. Merci beaucoup de participer à ce petit déjeuner. Alors, vous êtes Associate Research Director, donc vous travaillez dans une entreprise internationale, pour avoir un titre anglais, et vous vous occupez notamment de la recherche chez CBRE. Est-ce que vous pouvez très rapidement présenter, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, qui est CBRE comme entreprise? Et puis ensuite, on va parler de ce que vous avez fait durant le confinement, c'est-à-dire que vous avez participé à la grande étude 2030 de CBRE et nous expliquer en quoi consistait cette grande étude et ce que ça vous a appris et l'utilité de ce type de travail au sein d'une entreprise comme CBRE. D'accord. Alors CBRE, en deux mots, qui sommes-nous? Nous sommes numéro 1 du conseil en immobilier d'entreprise. Donc nous, notre territoire, c'est pas la ville, mais c'est les immeubles. Bon, c'est quand même une brique importante de construction de la ville. Et moi, je suis pas responsable de la recherche en intégralité. Je m'occupe uniquement de ce qu'on appelle les équipes transverses et prospectives. Et en fait, c'est une nouveauté chez CBRE parce que traditionnellement, quand on a un acteur alors, du conseil en immobilier d'entreprise, c'est quoi en fait? C'est de l'intermédiation, c'est du brokerage. Au départ, notre métier, c'est de faire de l'aide à la transaction. Ça, c'est notre métier de départ. Et puis, l'évolution de ce métier, c'est d'aller vers le conseil aux entreprises, le conseil aux investisseurs dans toutes leurs problématiques immobilières. Ça veut dire qu'avec l'évolution de ce métier, il y a aussi une évolution des fonctions, et notamment l'évolution de la fonction de recherche dans une entreprise comme celle de CBRE. Au départ, je faisais beaucoup d'analyse marché, les prix, les valeurs, ça monte, ça descend. Je vous l'ai dit, moi, je l'ai fait pendant longtemps, cet investissement. C'est très intéressant, sauf qu'en fait, l'immobilier, c'est un cycle. Donc, une fois que ça a monté, on sait que ça descend. Une fois que ça a descendu, on sait que ça remonte. La seule difficulté, c'est de trouver le moment d'inflexion. Et en général, on ne le voit jamais venir. Donc, c'est toujours un événement extérieur qui déclenche le changement du balancier et ça, on ne le voit pas. Donc, une fois qu'on a compris ça, c'est ce que je vous disais, on a une certaine forme de frustration. Et donc, moi, ce que je fais chez CBRE, l'idée, c'était un peu, quand on a développé ce nouvel axe de réflexion, de développement de nos études, ça s'entendait quoi? Ça s'entendait le fait que l'industrie immobilière est une industrie en pleine mutation, comme beaucoup d'autres. L'immobilier s'était beaucoup financiarisé dans les années passées. Beaucoup d'attention justement aux valeurs, au prix, à la fabrication des cash flows. Et il y avait un peu cette intuition que, en fait, la mutation que l'industrie immobilière est en train de vivre, c'est cette fameuse révolution de l'usage. C'est-à-dire que la question, c'est peut-être un peu moins qu'on devrait se poser. Et là, je rebondis sur ce que disait Martin Vanier. Il y a des questions qui sont intéressantes. Les réponses, après, c'est un autre problème. Mais la question, ce n'est pas tellement de savoir comment... C'est pas seulement savoir quels sont les chiffres que vous mettez dans votre cash flow, mais c'est comment on aboutit à ces chiffres dans le cash flow, et ce que je dis toujours. Comment est-ce qu'on peut produire du revenu avec l'immobilier? Pour savoir comment on peut produire un revenu avec de l'immobilier, il faut savoir ce qu'on veut faire avec cet immobilier. Et c'est ça la révolution de l'usage. Je pense que toute l'industrie en ce moment est confrontée à cette question de se dire, en fait, l'immobilier n'est pas qu'une rente ou une machine à cash, mais l'immobilier doit d'abord remplir des usages, répondre à des besoins. Alors, dans notre cas, nous, on s'intéresse moins au résidentiel, plus à l'immobilier d'entreprise. Donc, c'est quoi les usages de l'immobilier pour les entreprises? Entreprises de bureaux, entreprises logistiques, entreprises commerciales. Et donc, ça veut dire réfléchir aux usages, se repositionner sur l'humain. Et essayer de voir à nouveau comment les humains investissent l'immobilier
à quoi sert l'immobilier et comment demain, parce que c'est là toute la question, parce que quand on veut faire du cash flow, on se pose la question de qu'est-ce qui va se passer demain dans mes immeubles pour qu'ils continuent à me délivrer des revenus. Et donc, c'est pour ça qu'on commence à développer cette réflexion dans une entreprise comme chez nous, c'est d'essayer de comprendre d'anticiper quels seront demain les usages de l'immobilier qui feront que l'immobilier continuera à être un facteur de valeur ajoutée, à produire des revenus pour nos clients. Et donc, c'est pour ça que chez CBRE, petit à petit, on a glissé de cette première dimension, faire de l'analyse de marché, donner des éléments, on va dire, de réponse ou des indicateurs pour, on va dire, un horizon assez court terme. Hein. Qu'est-ce qui va se passer dans les 6 mois, 1 an, à un horizon un peu plus moyen terme, qui est essayons de comprendre quels sont les mécanismes sous-jacents à cette création de valeur pour anticiper comment demain l'immobilier peut toujours être une source de création de valeur à un horizon un petit peu plus long terme. Et donc, c'est comme ça, en fait, que, un, moi, ma fonction a émergé, et deux, qu'en effet, à l'échelle monde, puisqu'on a un groupe américain, on a lancé un exercice de prospective à l'horizon 2030. Il y a aussi, bien entendu, hein, l'effet de la pandémie qui est arrivée, qui est apparu pour tout le monde comme un grand moment de rupture. Alors moi, j'aime moment de rupture, oui, c'est surtout le moment d'accélération. Je pense qu'en fait, que la pandémie est intéressante parce qu'en fait, elle permet de zoomer ou un effet miroir grossissant sur un certain nombre de tendances qui étaient sous-jacentes, qu'on ne voyait pas forcément suffisamment et qui, là, ont émergé de façon très, très nette avec ce moment particulier qu'on vit. Et donc, c'est un peu, oui, c'est l'idée, c'est de profiter de ce moment-là pour justement donner une impulsion, une dimension un peu plus forte à cette évolution dans nos métiers qu'on avait déjà, que je viens d'évoquer avec vous, et pour essayer d'en tirer un exercice. Alors, de prospective, alors nous, on ne fait pas de la prospective scientifique, on n'est pas des chercheurs, loin de là. Pour le coup, enfin, en tout cas, moi, comme je l'ai vécu, comment je l'ai réalisé à l'échelle de la France, je l'ai plus vécu ou réalisé sous l'échelle, enfin, sous l'angle de la narration, de l'intuition. On n'a pas fait de la prospective avec des 15 scénarios et donnant on va dire, des indices de probabilité des scénarios. Non, moi, je suis plutôt dans la fiction, dans le récit, et j'aime bien raconter des histoires. Donc, l'idée, c'était voilà, de raconter une histoire sur un possible, alors c'est un des possibles qu'on envisageait à un horizon de 10 ans, sur comment est-ce qu'on pourrait, comment pourrait s'écrire l'immobilier d'entreprise à partir à la fois de tendances long terme sous-jacentes qui étaient déjà là et des inflexions, des accélérations qui ont impulsé ce moment particulier de la pandémie et du Covid. Et comment vous avez comment vous avez procédé? C'est-à-dire, certes, comme vous dites, vous n'êtes pas des scientifiques, mais vous avez produit une vision pour 2030. Quels étaient les ingrédients? Quels ont été les outils que vous avez mobilisés? Puisque finalement, parfois, comme M. Jourdan, on fait de la prose sans le savoir. Peut-être que vous avez une démarche, que ce soit de démarche très méthodique ou au contraire plus impressionniste. Alors justement, moi je suis dans l'impressionnisme, l'intuitif et l'impressionnisme. Comme ce n'est pas mon métier, hein, au départ je suis urbaniste à la base, donc je ne suis pas du tout prospectiviste. Même si je trouve que l'urbanisme est justement cette approche pluridisciplinaire et cette ouverture, on va dire, sur une lecture multifactorielle que propose l'urbanisme, je trouve, enfin, tel qu'en tout cas les formations d'urbanisme le proposent en France, et je trouve forme assez bien, j'ai l'impression, à une recherche et une réflexion un peu prospective. Non, moi, c'était une démarche impressionniste que je vous avais racontée, c'est que moi, j'ai essayé de voir, j'ai trouvé que le moment de la pandémie et le temps qu'on a eu a été un moment de foisonnement et de production intellectuelle assez important, assez riche. Il y a eu à nouveau plein de questions qui sont posées, plein de productions écrites, d'articles, de bouquins qui sont produits pour essayer de répondre à toutes les questions qui se posaient. Et moi, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup aspiré, beaucoup aspiré. Et l'idée, c'était d'essayer de capter les signaux faibles. En gros, ce que je vous ai dit, c'est essayer d'enlever les parasites. Parce que quand on capte beaucoup d'informations, du coup, il y a une espèce de masse de data à traiter qui est énorme. Essayer d'enlever les parasites pour capter ce qui me semblait être les signaux faibles de ce qui pourrait donner lieu demain à des futurs possibles. Donc, c'est un travail totalement intuitif. Après, moi, on ne partait pas de rien. C'est une étude, au départ, c'est une étude monde qu'on a lancée. Que moi j'ai souhaité décliner à l'échelle de la France parce que je trouve que faire de la prospective à l'échelle monde c'est très compliqué. Quand on parle d'immobilier,
l'immobilier, on habite un immobilier. Habiter un immobilier, ça veut dire qu'on est dans de l'habitude culturelle. La ville européenne n'a rien à voir avec la ville asiatique, n'a rien à voir avec la ville américaine. Et la façon d'habiter, de vivre l'immobilier n'a absolument rien à voir. Donc moi, je trouvais que cette démarche monde était intéressante. Enfin, la démarche était intéressante. Après, j'étais un peu embêtée à appliquer en plus, les Américains appellent ça des prédictions. Chez nous, on a fait des prédictions, ils sont très bons. Bon, je suis un peu plus modeste, je n'ai pas prétention à faire des prédictions, mais l'idée était de reprendre la démarche, mais de l'appliquer à l'échelle de la France et au tissu culturel français, à nos habitudes, à notre sociologie, pour en tirer un certain nombre d'enseignements. Donc non, c'est vraiment un travail, là j'étais vraiment dans l'ordre de l'intuition, de la narration, c'est plutôt construire une histoire à partir de quelques thématiques. On avait 3 axes de réflexion qui étaient live, habiter, work, travailler, et puis investir. Alors, dans live, on met aussi consommer. On parle aussi de mobilier commercial. Donc, en fait, j'ai plutôt pris la trame de la réflexion mondiale autour de ces 3 thématiques. Et après, c'était... Enfin, moi, je l'ai pris comme, je vous l'ai dit, c'était un petit kiff personnel où c'est quand on racontait des histoires, personnellement, moi j'adore raconter des histoires. Donc c'était l'idée autour de ces traits thématiques, c'est de raconter une histoire autour d'un possible qu'on pouvait imaginer à partir d'un décryptage, d'un contexte aussi. L'histoire ne parle pas de rien, elle parle du décryptage des concepts, d'un contexte, de mettre en place une grille de lecture sur c'est quoi les nouveaux infléchissements, les nouveaux paramètres qui sous-tendent les usages de l'immobilier et à voir comment est-ce que du coup l'investissement va s'en trouver impacté, comment notre façon de résider, d'utiliser nos immeubles de bureaux, de consommer dans nos boutiques va être impactée. Voilà, c'est autour de tout ça plus généralement, comment aussi cette façon de construire les immeubles, de les utiliser peut impacter aussi des grandes évolutions territoriales sur l'organisation de la ville, des grands mouvements. Enfin, voilà. Mais après, c'est quelque chose de très modeste comme exercice. Une dernière question justement sur le lien entre faire une étude d'anticipation un peu prospective dans un groupe américain. Vous avez mentionné le fait que justement vous avez voulu contextualiser avec avec le cas français les tendances que vous pouviez voir émerger. Dans la mesure de ce que vous pouvez nous dire, quelle est la grande différence que vous avez pu observer entre l'étude conduite au niveau monde par CBRE et ce que vous avez observé en France? Où est-ce que se joue la différence? Où est-ce que se joue la contextualisation? Où est-ce que se joue la contextualisation? D'abord, je pense que c'est ce que je vous ai dit. Quand on est dans une démarche qui est celle-là, qui est une démarche plus de l'intuition et la narration, on est aussi, me semble-t-il, dans une démarche de conviction. C'est aussi un peu ce que… quand on est une entreprise comme CBRE, on n'a pas vocation, on n'est pas dans de la recherche en effet académique, on n'a pas prétention en effet à dire le futur ou à dire une vérité. C'est pour ça que je n'aime pas le terme de prédiction qu'on a utilisé à Ciel Monde, ne me convient pas du tout. On est quoi? C'est quoi? On essaye de faire partager des convictions à nos clients. C'est de la com, c'est démontrer quand on est à une entreprise de conseil, il s'agit de démontrer qu'il y a une forme d'intelligence, en tout cas une capacité à accompagner des clients sur des problématiques complexes à un moment où beaucoup d'entre eux se posent de multiples questions, sont dans le brouillard et ont besoin d'un accompagnement pour leur aider à prendre des décisions stratégiques qui vont impacter leur avenir. Donc, cet exercice de prospective, quand on est une entreprise, elle n'est pas gratuite. L'idée, c'est de démontrer qu'il y a un peu de matière grise, un peu de réflexion. Et donc, c'est un exercice de communication et de conviction. Voilà, c'est d'essayer, c'est comme ça. Donc, c'est pour ça qu'à un moment, qu'est-ce qui différencie le travail que j'ai pu réaliser en France du travail qu'on a réalisé à l'échelle monde, c'est du coup sans doute ma grille de lecture personnelle qui a beaucoup appris aussi les choses. Par exemple, moi, je suis assez low-tech. La Smart City à l'américaine, où demain, des robots vont venir vous livrer votre baguette de pain. Ce n'est pas mon imaginaire. Je ne pense pas en plus que ce soit au-delà de mon imaginaire personnel. Je ne pense pas que ce soit l'imaginaire collectif français. On a bien vu quand même, peut-être qu'après on a un prisme très parisien, mais pas seulement, on a bien vu comment le Covid a conduit par exemple la région parisienne à se vider d'un certain nombre de ses habitants. Comment actuellement aussi un certain nombre d'entre nous
son parti se mettre au vert ou autre. Je pense que voilà, la ville européenne n'est pas la ville asiatique ou américaine, la façon d'habiter n'est pas la même. Je pense qu'il y a un lien à la proximité qui n'est pas le même. Il y a aussi, par exemple, la place de l'automobile n'est pas non plus exactement la même. Enfin, donc, il y avait quand même pas mal de choses. Il y a un peu peut-être aussi ce fameux village gaulois. On aime bien résister en France. Voilà, moi, je trouve que quand on mène une étude monde au niveau d'un groupe international comme CBRE, il y a cette vision un peu d'uniformisation, American Way of Life. L'avenir, c'est pour tout le monde de manger des chewing-gums, de porter des jeans et de rouler en Tesla. Voilà. Bon, moi, je pense que justement, le moment qu'on vit actuellement, c'est un petit peu un moment qui révèle les limites de cette mondialisation, y compris des modes de vie, des cultures. On voit bien qu'il y a une résistance des territoires très forte, des identités très fortes à cette tentative du rouleau compresseur, où on vit tous de la même façon, dans les mêmes immeubles, dans la même ville, parce que c'est plus facile à penser, à produire, et que ça permet de produire du cash flow plus rapidement, pour dire les choses plus assez. Et je pense justement que le moment qu'on vit actuellement dit exactement le contraire. Et que ça me semblait difficile, à un moment de parler du futur, de produire un exercice prospectif qui soit dans une logique d'uniformisation ou de lissage, alors que justement, ce à quoi nous amène ce moment, c'est de revenir justement à des réalités territoriales plus fines. Et donc, il me semblait important, du coup, aussi dans un exercice de prospective, de redescendre à ces stages-là. C'est-à-dire qu'en effet, il y a une grille de lecture qu'on peut prendre qui est, elle, qui peut s'appliquer à tous les territoires. Mais une fois qu'on a pris cette grille de lecture, de l'appliquer à des réalités qui restent éminemment locales, culturelles. Et donc, c'est ça un peu là, qui différencie l'exercice au niveau français du niveau mondial. Voilà. Merci beaucoup. Et après, nous, on l'appliquer. Voilà. Merci beaucoup, Christelle. On va passer à juste une question transverse pour vous trois, et puis ensuite on va ouvrir sur les questions auprès des participants de ce petit déjeuner. Les questions commencent à arriver, donc n'hésitez pas à continuer de les envoyer par le chat de Zoom. J'ai une question pour vous trois, c'est justement, vous évoquez d'un côté le fait qu'on doit contextualiser le cas français-européen versus une vision qui serait uniforme de ce que peut être l'avenir. Pierre-Antoine, tu évoquais le fait qu'on a justement un travail de fiction et de récit qui est très puissant et qui peut refléter autant les sociétés contemporaines que ce que l'on peut projeter, mais on voit que ça évolue d'une période à une autre. Martin, vous pointiez bien les différences de nuances et de mots et de sens entre imagination, anticipation, prévision. Est-ce que dans tout ça, l'exercice par le récit est quelque chose qui peut permettre de relier des complexités, de relier des approches qui, sinon, seraient difficiles à relier du fait des pratiques professionnelles, des champs disciplinaires académiques? Mince, je vous ai séché. Non, je vais laisser peut-être. Qui doit commencer? Vas-y. Non, Martin, je vous en prie. Non, vas-y, Pierre-Antoine. Enfin, moi, le récit étant ma matière de travail sur la science-fiction, ce sont que des récits, quoi. Donc, oui, le récit a cette capacité de permettre peut-être une exploration parfois plus nuancée, et aussi parce que par le récit, on se met en situation, ce qu'on ne fait pas nécessairement quand on fait des rapports de prospective ou le récit, on se dit, bon, mais concrètement, qu'est-ce que ça serait de vivre dans ce contexte-là? Mais bon, la prospective utilise beaucoup la méthode des scénarios, et les scénarios sont des récits. De toute façon, c'est difficile de raconter le futur, d'explorer le futur sans raconter une histoire. C'est parce que par nature, le futur est imaginaire, donc on est obligé d'en passer par le récit. Et la question, c'est jusqu'à quel point on assume ce côté récit versus une approche qu'on voudrait plus scientifique, mais qui peut, quand on parle du futur, qui peut poser question. Martin? On voit bien, non seulement dans les deux interventions qu'on vient d'entendre, mais aussi dans la question, qu'on est dans ce balancement entre les apports de la science et une autre posture qui doit nous permettre de développer des capacités créatives, exploratoires, d'improvisation, d'imagination, de paradoxe, etc. Et quand même, un des travers du scientifique,
à qui on demande de la certitude, on demande de la vérité, on demande de la construction, certes, dont on peut débattre, mais qui est fondée sur un certain nombre d'éléments incontestables d'explication. On ne lui demande pas d'être un artiste. Et bien justement, c'est un peu ça le problème qui est posé à notre monde hyper scientifique, hyper rationaliste, c'est que quand il fait de la matière future l'objet de sa science, ça ne marche pas complètement. Ça ne marche pas tout à fait. Le futur ne peut pas faire l'objet d'une théorie, voilà, ni même d'une science. Il va falloir rentrer là-dedans et donc répondre à imagination, anticipation, etc., avec d'autres registres. Et les registres en question, moi, je les simplifie en estimant qu'ils sont du côté de l'art, c'est-à-dire d'une autre pratique. Alors, l'art du récit, mais le design est une forme d'art, et il y en a d'autres encore qui peuvent être sollicités pour que nous mobilisions dans ce que nous sommes, chacun d'entre nous, autre chose que notre seul cerveau. Et ça me paraît essentiel, parce que sinon, en prospective, on n'arrive jamais à mettre en jeu ce qu'on va appeler l'inouï. L'inouï, c'est ce qu'on ne veut pas entendre. C'est ce qui n'est pas possible d'entendre. C'est inouï, ce truc-là. C'est justement ça qu'il faut attraper. On ne va pas attraper l'impensable. Comment ça, tu me racontes ça, mais c'est impensable. Ben justement, c'est ça qui est intéressant. On ne va pas attraper l'invisible. C'est-à-dire ce que je ne regarde pas. Hein. Tout le monde connaît l'histoire du gars qui cherche ses clés sous le lampadaire. C'est parce que, évidemment, c'est éclairé, mais elles ne sont pas là. Mais voilà. Et on ne va pas attraper non plus l'inacceptable. Et aujourd'hui, dans la société où on est, ça, c'est un très, très grand enjeu que de pouvoir aller attraper l'inacceptable. Alors, tout ça, ce que je viens de dire, pour aller attraper l'inouï, l'impensable, l'invisible, l'inacceptable, eh ben, ce n'est pas le même registre que celui du chercheur. Oui, je ne milite pas pour ma boutique, parce qu'en fait, je vais attirer votre attention sur le fait que de très nombreux, et généralement de très grands chercheurs, ont depuis longtemps dit la proximité de leurs pratiques avec des pratiques littéraires, philosophiques, spirituelles, créatives, artistiques. Et ça fait longtemps qu'on sait que le cloisonnement entre ce qui est rationnel et ce qui ne le serait pas n'est pas fécond. Une question de Michel Papalardo. Bonjour Michel, si vous voulez la poser directement, vous êtes la bienvenue. On est très Merci beaucoup. Merci à M. Vanier d'avoir déjà apporté la réponse pour sa part. Moi, en fait, je me posais la question en entendant Christelle Bastard. Je voulais savoir s'il y avait plusieurs histoires dans ce qu'elle avait fait finalement, ou une seule histoire. Est-ce qu'il y a plusieurs scénarios, ou bien est-ce qu'elle essaye d'imaginer un futur français, donc si j'ai bien compris, unique, en tout cas avec une seule vision? Merci. Alors, dans l'exercice qu'on a développé, nous, notre prisme, déjà, est un prisme, on raconte une histoire sous un prisme qui est assez limitatif, qui est le prisme de l'immobilier, notamment l'immobilier d'entreprise, et donc avec ces trois angles d'attaque qui étaient Live et Invest et Work. Donc, par rapport aussi, tout simplement, je vais être un modeste par rapport à mes capacités. L'absence, je voyais aussi la question de Mathieu sur, voyez-vous l'intérêt d'une collaboration avec la recherche académique? Moi, je ne suis pas prospectiviste, donc en fait, je me suis lancée là-dedans comme ça, sans méthode, justement. Je pense que l'une des grands apports de la recherche académique, ça pourrait être justement de structurer ces intuitions, cette dimension artisanale dont parle Martin Vanier, justement, par des méthodes qui solidifient. Donc, avec cette ambition modeste, ces méthodes artisanales et ce champ de réflexion qui reste malgré tout un tout petit bout de la lorgnette, hein, même si en effet l'immobilier, c'est pas une part totalement négligeable de la construction de la ville, et puis un horizon temporel qui restait quand même assez moyen terme. Non, on a fait le choix c'est moi, mon choix, c'était de raconter une histoire qui fait sens. C'est-à-dire, il y a aussi l'idée dans le récit, en effet, qui fait système. C'est-à-dire, le problème, c'est là où je rejoins la première question, le problème d'aborder des hypothèses, tout fait système. C'est-à-dire qu'à un moment, partir sur un scénario, sur un paramètre, ça va influer aussi sur le scénario si on prend une autre thématique. Et donc, l'idée était de raconter en effet une histoire qui fasse sens, qui n'est qu'un des possibles. Et ça, on l'a assumé assez bien, de dire que c'est pour ça que je n'aime pas le terme de prédiction qu'on utilisait à l'échelle monde. Ce n'est pas une prédiction, c'est plutôt l'un des possibles. Et d'ailleurs, moi, j'ai assez bien assumé aussi. J'ai même considéré que c'était l'un des possibles qu'on considérait comme étant souhaitable, parce qu'il y a en effet une histoire de choix. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on donne l'un des possibles, l'idée, c'est peut-être aussi de faciliter sa réalisation.
derrière l'exercice prospectif aussi, hein, c'est presque du politique. Donc non, l'idée vraiment était de développer un seul scénario qui fasse sens, de raconter une seule histoire. Et après, mais voilà, c'en est qu'une parmi tant d'autres. En gros, c'est celle qui moi, m'intéressait, me plaisait. Donc, c'est très subjectif. Et c'est là que pour ça que je me dis c'est vraiment plutôt de la conviction et de la com. Hein. Très honnêtement, la démarche qu'on peut faire quand on fait de la prospective, comme moi je l'ai faite, c'est vraiment de la com. C'est de la com et on n'a pas de prétention scientifique. Plutôt voilà, de se positionner sur un certain nombre de choses qu'on croit et dans lesquelles on va accompagner nos clients. C'est comme ça qu'on le voit. Mais c'est pas du tout, on n'a pas de prétention à dire le réel. Martin ou Pierre-Antoine, est-ce que vous voulez réagir? Ouais, moi je veux mettre notre collègue Christelle à l'aise. Moi, je produis beaucoup d'exercices de prospective pour des collectivités locales, généralement du niveau intercommunalité jusqu'au niveau région et aussi des scénarios au niveau national dans ce que fut la DATAR au début des années 2000. J'ai aucun problème avec le fait de considérer que la prospective est un discours et par conséquent, c'est un acte de communication. Et notamment, ça a été les grands actes de communication de l'État qui a eu besoin, entre les années 60 et 2000, de dire ce qu'était sa vision du futur, sa conviction, son souhaitable, son inacceptable, etc. etc. Et j'irais même jusqu'à dire qu'il y a dans la prospective une dimension marketing qu'il faut tout simplement reconnaître et avec laquelle il faut travailler intelligemment. La prospective étant une sorte de marketage, je ne sais pas si le terme est pratiqué par vous, de marketage du futur. Il faut arriver à imaginer ce que seraient les marques du futur et de façon cohérente, systémique, dans une logique, puis dans une autre, radicalement différente, parce que la société n'est pas unifiée, elle n'est pas partagée par des intérêts communs, travaillée par des intérêts communs, c'est tout le contraire. Donc voilà, il faut, pour moi, la prospective, ça consiste à marketer le futur. Et il y a là-dedans beaucoup de bricolage. Et vous savez, c'est même des postures éminemment revendiquées par de très, très grands chercheurs. C'est quand même Lévi-Strauss qui a développé une théorie du bricolage. Il y a, puisque Christelle, vous êtes urbaniste, des collègues qui ont fait soutenir des travaux très intéressants sur le rôle de l'improvisation dans l'urbanisme. Alors l'improvisation collective, sous contrainte, avec un tas sans doute de garde-fous, mais il y a quelque chose de très intéressant à réfléchir quant à l'analogie entre ce que les musiciens de jazz notamment ou les danseurs s'autorisent lorsqu'ils improvisent et ce que nous sommes amenés aussi, conduits à faire lorsque dans nos actes professionnels, nous entrons en improvisation. Donc vous voyez, c'est ces mélanges-là que je trouve très intéressants parce que je répète, le futur est la seule matière sur laquelle nous n'aurons jamais de certitude. Et donc, pour travailler cette question-là, il faut s'y prendre autrement qu'en pur scientifique, même si à aucun moment je renonce aux apports de ce que ça peut compléter. Oui, juste pour deux choses pour compléter. Déjà, par exemple, Futurible travaille beaucoup avec le monde de la recherche. Hein, les prospectivistes et le monde de la recherche, c'est très poreux. Et je reviens sur ce que disait Christelle sur le côté souhaitable, écrire des futurs souhaitables. C'est la question de ce qu'on appelle la performativité, c'est-à-dire il y a un livre qui s'appelle « Quand dire, c'est faire », c'est-à-dire on raconte une histoire du futur, c'est jamais anodin, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut dire en fait quand on raconte le futur. En fait, est-ce qu'on veut dire qu'on veut aller vers cette histoire? Est-ce qu'on veut dire qu'on veut éviter cette histoire? C'est beaucoup le cas aussi dans la science-fiction. Quand Orwell écrit 1984, il raconte un futur pour ne pas qu'il arrive. Mais en tout cas, la question de la performativité, c'est ça. C'est-à-dire que le pouvoir des mots, c'est aussi en racontant des récits forts qu'on arrive à les susciter. Donc, prédire le futur, c'est peut-être simplement dire le futur, et des fois, il arrive. Ouais. Alors, donner envie. Ça peut donner envie aussi. Et donner envie, voilà, susciter les peurs et les envies. Ouais, alors, on reviendra sur ce point-là tout à l'heure, car Michel nous a posé une question à ce titre. Je voudrais donner la parole d'abord à Bernard Roth, ensuite Thomas Belloin, ensuite Hélène Boulteouraille. Bernard, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. J'ai une question pour chacun. En fait, je vais essayer d'être bref, d'autant que j'ai compris que l'importance de la question était considérable par rapport, au moins autant que celui de la réponse, donc je vais probablement mal les formuler. Disons que je voudrais ouvrir une ou deux pistes. Non, d'abord pour Christelle, pour l'intervention de Christelle, j'ai plutôt une observation, c'est que je suis absolument passionné par ce qu'elle a dit de la ville européenne.
je pense que c'est quelque chose l'unité de la ville européenne, et plus précisément l'unité de la ville européenne, je vais dire à l'intérieur de ces boulevards des maréchaux pour qu'on se comprenne, c'est-à-dire en gros avant l'invention de l'automobile, pour la faire courte, au moment où on se déplaçait à pied ou à cheval, donc à une vitesse qui d'ailleurs ne s'est pas améliorée depuis la vitesse, parce que la promesse d'une vitesse meilleure ne s'est pas produite, mais par contre, les moyens à la fin du 19e siècle ont permis une extension considérable des distances. Mais bref, cette ville-là, c'est la même, en gros, de Riga à Valence. Il y a on sait qu'on est dans une ville européenne et comme l'a dit Christelle, on sait bien qu'on n'est pas dans une ville américaine, africaine, asiatique, etc. Donc c'est quand même extraordinaire et je trouve que ça mériterait qu'on creuse un peu la question, pas forcément à l'instant, mais ces peuples qui pendant 7 à 8 siècles n'ont pas arrêté de se massacrer, de se déchirer, de se détruire, d'anéantir tout ce qui représentait l'adversaire, etc., ont fabriqué les mêmes villes. Ça me paraît autre chose que le fait de dire qu'il y a 3 architectes italiens qui ont été invités à venir à Saint-Pétersbourg pour développer la ville. Bon, d'accord, ça on le sait, mais il y a quand même un phénomène qui montre qu'il y a une unité européenne et peut-être d'ailleurs qu'on devrait l'apprendre aux enfants. Bref, donc je voulais dire merci à Christelle d'avoir souligné ça. J'ai une question pour Pierre-Antoine à propos de la science-fiction qui m'a beaucoup passionné dans ma jeunesse. Il y avait une des branches qui me paraissait très intéressante. Peut-être qu'elle est mineure, c'est ce qui s'appelle l'Uchronie, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui serait passé si au pont d'Arcole, Bonaparte avait fait une chute de cheval et était mort. Et qu'est-ce qui serait passé si Hitler avait eu un accident de voiture le 2 février 1933, ainsi de suite. Il y a un ouvrage de Philippe Cadic, le maître du château, hein, si je me souviens bien, dans les années 60, qui est la description de ce qui est vraiment arrivé, c'est-à-dire les Alliés ont perdu la guerre, les États-Unis sont à l'Est un État nazi et à l'Ouest un État japonais. Et il y a une espèce d'imbécile d'Hurluberlu qui, dans son château, écrit « Mais qu'est-ce qui se serait passé si les Alliés avaient gagné la guerre ?» Vous voyez le jeu de miroir qui est absolument génial. Et je trouve que ce genre-là, qui revisite l'histoire à travers un dérapage, un virage, un pas de côté, d'un seul coup, une bifurcation, je voulais demander à Pierre-Antoine comment il pensait que c'était assez riche et assez intéressant. C'est passionnant, l'Uchronie, effectivement. C'est moins dans mon sujet, parce que moi, mon sujet, c'est le futur. Et l'Uchronie, c'est peut-être les présents parallèles, qu'est-ce qui se serait passé si, mais ça permet de réfléchir. Voilà, par exemple, s'il n'y en a pas eu de progrès, il y a tout un courant qui s'appelle le steampunk, qui imagine un futur sans, je sais pas, avec des machines à vapeur. C'est intéressant parce que autant la science-fiction, enfin, l'anticipation permet d'ouvrir le champ des possibles, autant en fait l'Uchronie nous permet de montrer que le réel n'est qu'impossible parmi d'autres, à la différence près qu'il est vraiment arrivé. Mais il faut relativiser, ça permet de relativiser un peu tout ça, quoi. Merci. Une question à Martin. L'inouï, l'invisible, l'inacceptable, l'impensable, est-ce que tout ça, ça ne nous ramène pas un peu aux sciences du vivant finalement? Est-ce que ce n'est pas ça le vivant? Je ne parle pas de la nature, hein, parce que évidemment, quand on parle de la nature, on a l'idée d'un décor autour de nous, dans lequel on se trouve, comme un décor de théâtre, et subsidiairement dans lequel on a cru pouvoir puiser indéfiniment. Mais je ne parle pas de ça, je parle du vivant qui est en nous aussi. Je parle également des milliards de bactéries qui sont dans la flore intestinale de chacun de nous, etc. etc. Est-ce qu'on n'a pas là au moins une image, une comparaison par rapport à l'imprévisible, quoi. Ces espèces qui mutent, parce qu'il faut bien qu'elles s'adaptent ou qui disparaissent si elles ne mutent pas, tout ça sans mettre son clignotant, hein, avant de tourner à gauche, sans prévenir. Est-ce que tout ça, ce n'est pas un peu en avance sur les questions qu'on est en train de se poser? On pourrait dire, Bernard, que la science du vivant, c'est la science de ce qui nous échappe, par opposition à toutes les autres sciences dont nous sommes les maîtres, dans le sens où s'il y a une science numérique, ou s'il y a une science des matériaux, ou s'il y a des sciences sociales, c'est parce que nous avons fabriqué une société du fer et du bronze depuis quelques dizaines de milliers d'années, etc., etc. Et puis, il y a un sujet sur lequel nous ne sommes pas totalement à la fabrique, quoique par le génie génétique, et qui s'appelle la science du vivant, et dans lequel c'est quand même l'horizon des découvertes, on le sait. Je pense qu'elles sont plutôt là que dans ce que Harari raconte dans son bouquin qui concerne, vous le savez, l'empire des intelligences artificielles. Et je pense qu'en fait, le rendez-vous du XXIe siècle est avec les sciences du vivant.
Et ce vivant ne cesse de nous amener à constater ce que nous n'avions effectivement pas prévu, ce qui n'est quand même pas globalement le cas des autres sciences. Par exemple, à Grenoble, nous faisons grand cas de la science physique, de la science de la matière, des nanotechnologies, etc. Donc, le truc consiste, vous le savez, à s'obstiner dans l'infiniment petit et les capacités interactives atomiques et infra-atomiques. Donc, nous savons ce que nous cherchons. Et de temps en temps, une extraordinaire surprise consiste à flasher une particule à une vitesse qui n'avait pas été encore connue et à dire, tiens, là, il y a peut-être une matière différente. Mais je trouve que par rapport à ce que les sciences du vivant, pendant ce temps-là, apportent comme élément de découverte chaque jour, l'écart est en train de se creuser. Donc, je vais tout à fait dans ton sens. Oui, peut-être que tout ça raconte l'entrée d'un monde scientifique dans le temps des sciences du vivant. Je passe la parole à Thomas Belloin et ensuite Hélène Bouldeorail. Thomas, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Merci et Thomas, à tous. vous êtes boursier Palladio 2020. Oui, merci à tous pour vos présentations très intéressantes. Je suis architecte et urbaniste, doctorant à l'école d'architecture de la ville et des territoires Paris-Est. Et je travaille plus particulièrement sur la prise en compte des risques dans l'aménagement des territoires côtiers, donc érosion et submersion. Et j'avais deux questions, une question pour Martin Vanier et une question pour Pierre-Antoine Marty. La première, c'est tout d'abord que je partage votre point de vue sur le fait que la ville de demain, en grande partie, pour ce qui est de sa forme matérielle, elle est déjà là. Et que dans ce cadre-là, l'agilité a du sens en tant que posture pour réagir assez rapidement à des choses qui peuvent être imprévues, des évolutions, des mutations. Néanmoins, dans le cas du littoral, quelque chose qui m'interpelle en particulier, c'est que la ville, elle est justement profondément mise en question dans ce qu'elle a de plus matériel. Et donc, les adaptations qui peuvent être à entreprendre se font nécessairement sur des pas de temps qui sont assez longs. Et donc, comment est-ce qu'on peut concilier la question de l'agilité avec la nécessité de finalement anticiper beaucoup les choses en amont pour pouvoir changer la forme matérielle de la ville. Cette question du temps qui est revenue souvent dans vos interventions par ailleurs. Je dois répondre maintenant, Étienne, ou on écoute la deuxième question? Je vous propose de répondre maintenant. D'accord. C'est fort judicieux que de nous rappeler au fait que le matériel est peut-être le lieu d'une très forte inertie historique, cette fameuse ville européenne dont parlait Bernard Roth. De temps en temps, il y a des endroits où cette matérialité, elle va être sérieusement bousculée. Donc, Thomas, vous en évoquez un, la zone littorale. Moi, j'en connais un autre parce que, excusez-moi, je suis devant, c'est pas pour vous faire de non plus, mais je suis dans les montagnes. Alors, il y a un débat très, très fort dans cette région, et d'ailleurs très difficile à accepter pour les politiques, qui est celui du devenir des formes d'habiter au-dessus de 1500 mètres et des formes de tourisme que nous avons développées dans ce siècle. Et la nécessité probablement de rebattre les cartes assez fondamentalement, ce qui conduirait à dire que non, la station de ski de demain n'est pas à 90% déjà là. Et il va lui arriver des choses assez profondément bouleversantes, tout comme la Cano sur ce littoral ou d'autres implantations ultra-littorales. Donc oui, bien sûr, il y a des sites et des moments insulaires, on pourrait en réfléchir à d'autres encore, où soudain la capacité de renversement, littéralement. C'est plus qu'un changement de perspective, c'est une réinvention, nous remet devant des formes de pages blanches, on pourrait dire. En tout cas, pour suivre un peu le débat sur la Cano, il y a quelque chose là de tout à fait, c'est assez exaltant quand même, c'est assez génial, même si, bon, ça fait mal que de devoir replier la station pour la repositionner en rétro-littoral. Et de même que ça fait mal que de se demander ce que vont devenir les paquebots immobiliers des Alpes du Nord dans 30 ans, quand nous aurons vraiment compris qu'ils ne rapportent plus rien. Voilà, c'est un autre champ de la prospective, c'est sûr. Oui, et moi, ce qui me fait dire qu'on doit quand même, dans certains cas, renouer, alors sans revenir à la datar, je sais que ce ne sera pas possible, mais renouer quand même, dans une certaine mesure, avec, on va dire, une certaine efficacité de l'aménagement, quoi.
qui me semble qu'aujourd'hui on n'a pas, parce qu'on voit justement que dans le cas de la Cano, la collectivité est quand même bien coincée pour le moment. Je vais peut-être passer sur la deuxième question à Pierre-Antoine Marty. J'ai été très intéressé par votre lecture à travers les fictions et la science-fiction des mutations possibles, souhaitables ou justement non souhaitables de la ville. J'ai été interpellé par le fait que vous citiez Ray Bradbury, là, Les Chroniques martiennes. C'est un bouquin que j'ai lu il y a longtemps et il me semblait que son exercice, c'était justement de souligner... Enfin, en fait, je me demandais si sa vision complètement désabusée de ce que pourrait être la vie sur Mars ne nous renvoyait pas plutôt à une question qui est est-ce qu'on ne devrait pas réfléchir à comment mieux habiter aujourd'hui la Terre? Parce que dans mon souvenir, sur Mars, il décrivait un espèce de paysage complètement pollué par les McDonald's, les canettes de Coca. Et donc finalement, est-ce que c'est pas plutôt qu'une invitation à penser une vie complètement déconnectée du substrat terrestre ou géographique? Est-ce que c'est pas plutôt une invitation à mieux habiter notre monde présent? Je joins la question de Michel Papalardo qui a été posée dans le chat sur le fait de rendre un futur désirable parmi les différents scénarios qui ont été présentés. Alors, en fait, très bien. Je vais me permettre juste de revenir sur la première question, puis après je répondrai à la deuxième. La première, parce que étant de formation historienne, il y a, vous savez, la théorie du temps long en histoire, c'est-à-dire que c'est une discipline qui s'est développée dans les années 40-50, c'est-à-dire en fait, il n'y a pas que le temps politique, il y a aussi le temps des structures, etc. Et on a tendance à oublier ça. C'est vrai qu'on est beaucoup centré sur le présent parce qu'on est dans une période très changeante. Mais bon, le temps long a son importance. Et d'ailleurs, je reviens sur la science-fiction. La science-fiction, elle a aussi cette capacité à proposer des récits qui se passent dans 5000 ans. Toujours toujours garder le souci de le relier au présent. Mais c'est important aussi de se dire d'avoir le cap du très long terme. Et, dans la science-fiction, il y a la ville dans l'espace, il y a aussi la ville sur la mer, il y a plein de choses. Et ça peut être intéressant d'ajouter un œil là-dedans aussi pour les questions du littoral que vous posez. Sur Bradbury, effectivement, il a une vision assez désabusée en fait, au début. Déjà, en fait, dans sa conception, Mars était habité. Il est écrit dans les années 50, donc on imaginait le fait que Mars soit habité était une possibilité. Donc, en fait, les terriens arrivent et ils exterminent. En fait, ils rejouent un peu la colonisation américaine, quoi, hein. Ils exterminent les indigènes martiens, et puis après, ils font des villes un peu moches. Et puis après, en fait, tout le monde revient sur Terre parce qu'il y a un conflit nucléaire et la Terre explose. Donc, effectivement, c'est un message d'alerte de se dire arrêtons de faire n'importe quoi et habitons mieux la Terre. Mais c'est intéressant parce qu'à la fin, désolé, je vous ai spoilé le livre, hein, à la fin, la Terre explose. Mais il y a une poignée de survivants qui arrivent sur Mars et qui disent bon, en fait, on va tout oublier, on va tout recréer depuis le début. Donc essayer d'ouvrir une page blanche. Et sur le côté dystopique, hein, pour mettre les pieds dans le plat, effectivement, la science-fiction a plutôt tendance à raconter des futurs négatifs. C'est un peu comme le journalisme, hein. Les bonnes nouvelles sont les mauvaises, les bonnes histoires, pour raconter une histoire, il faut de l'attention dramatique, etc. Il n'y a pas que ça. Il y a quand même justement la ville spatiale qui est là. C'est vrai qu'il y a un gros rôle d'avertissement que semblent jouer les auteurs d'anticipation pour prévenir un peu les contemporains de se dire attention, on ne peut pas continuer comme ça. Mais même dans les futurs négatifs, même dans la ville du cyberpunk, il y a des éléments d'inspiration qui peuvent être intéressants. Et par ailleurs, il y a aussi des récits science-fiction plus utopiques que je n'ai pas mentionnés. Mais bon, il y a la ville écologique, si vous lisez le roman Ecotopia. Puis maintenant, il y a tout le courant du solarpunk qui aborde ça. Lisez aussi le cycle de la culture de Ian Banks, hein, qui parle de villes complètement, d'environnements spatiaux complètement créés par l'homme, où il fait bon vivre, où les gens n'ont plus de maladies, etc. Donc, il y a quand même ça, hein. Même si il y a la dominante dystopique, qui a vertu d'avertissement, et dans laquelle on peut quand même trouver des éléments intéressants, inspirants. Et puis, il y a le côté quand même utopique qui est toujours là. Je passe la parole à Hélène Bouldeorail. Hélène, vous êtes aussi boursière Palladio 2020 et vous êtes une spécialiste de la logistique. Vous avez une question pour Christelle Bastard.
Oui, oui, en effet, merci. Donc oui, je suis chercheuse à une chaire de recherche qui s'appelle Logistic City. Et donc, je m'intéresse à la logistique urbaine, et particulièrement son immobilier, ses bâtiments liés au e-commerce. Et en effet, j'ai une question pour vous, Christelle. Et compte tenu des grandes différences des villes du monde dont vous avez parlé, comment voyez-vous l'évolution des bâtiments de logistique urbaine en Europe au moment où nous intéressons particulièrement au modèle vertical des villes asiatiques, par exemple? C'est une très bonne question parce que justement, il faut que je réfléchisse là. Une des réflexions qu'on voudrait lancer là, sur le deuxième semestre, c'est justement sur l'impact de la logistique urbaine. C'est un sujet qui nous anime beaucoup. D'ailleurs, c'est un des marchés immobiliers qui continue à tourner extrêmement bien, un des seuls qui, on va dire, profite de la crise. C'est une vraie question, la verticalité. Parce qu'en effet, c'est vrai que ce que nous montre la période actuelle, c'est qu'en effet, de la logique de spécialisation et de repousser un certain nombre de fonctions aussi essentielles que la logistique en dehors des villes trouve sa limite avec les nouveaux besoins liés à la logistique urbaine, qu'il faut donc trouver un moment de logistique dans le tissu urbain et que cette question de la réinsertion de la logistique dans le tissu urbain se heurte à une rareté du foncier et une densité déjà extrêmement forte chez nous et aussi à des problématiques de valeur. C'est-à-dire qu'on est le monde de la logistique est habitué à l'acceptation de niveaux de valeur de foncier et d'immobilier relativement, en tout cas peu compatibles par rapport à la concurrence des usages qui se fait encore d'agglomération. Or, il y a une vraie réticence quand même à la verticalité dans les villes européennes et tout particulièrement en France. Je pense que la logique patrimoniale chez nous est quelque chose qui est extrêmement forte et on voit bien comment la verticalité, la ville de Paris par exemple, évolue lentement là-dessus et est difficile. Donc c'est vrai que moi je vois qu'il y a beaucoup de réflexions, notamment sur toute la logique de recyclage, réutilisation des dents creuses. Je pense qu'on va d'abord aller chercher ces niches-là de réutilisation, soit des dents creuses, soit des délaissés urbains. Par exemple, l'évolution de la place de l'automobile dans la ville, c'est quelque chose qui, à mon avis, va s'accélérer assez fortement. On voit bien comment là, on est arrivé au bout d'un modèle et comment, je pense, on va revenir en arrière. Et donc, il y a quand même, parmi tout ce qui est infrastructure souterraine, voirie, tout un potentiel à explorer sur des délaissés liés à la réduction de la place de la voiture. Je pense qu'on va d'abord aller explorer ça avant d'aller vers la verticalité asiatique. Ce que j'ai l'impression, après c'est une conviction personnelle, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de réticence par rapport à la verticalité en France qui font qu'on va aller avoir du mal vers ces... D'ailleurs, il y a eu des expériences, par exemple, hôtel industriel, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, c'est des expériences qui étaient menées dans les années 70-80, et on voit bien que ce n'est pas une forme immobilière qui a pris en France. Il y a quelques expériences d'hôtels immobiliers, enfin d'hôtels d'activité immobiliers qui ont été faits en France, je crois à côté du périphérique parisien et autres, mais clairement, on voit bien que sur l'immobilier, par exemple, d'activité, on reste sur une forme qui n'a pas beaucoup évolué d'ailleurs, qui est en fait une sorte de déclinaison de l'atelier tel qu'il existait au XIXe siècle et qu'on a vaguement modernisé depuis. Donc voilà, je n'ai pas de réponse toute faite, mais c'est là pour rebondir sur cette question du temps long qu'a soulevé Pierre-Antoine. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment à prendre en compte. On en discutait avec Étienne, et c'est là que je dis aussi l'important, c'est les questions, pas tant les réponses. Ou alors, quand on fait de la prospective, moi je me dis, j'ai toutes les chances de me planter sur l'horizon de réalisation. Souvent, elle se montre la science-fiction, c'est qu'on croit qu'il y a des changements majeurs qui vont arriver d'ici 10, 15, 20 ans. On n'a pas toujours tort sur le changement qui va arriver. Par contre, c'est le moment où il va arriver. Et les évolutions, moi, par exemple, je parle souvent de retour vers le futur, la voiture volante. On devrait y être, on n'y est pas encore. Je ne dis pas qu'elle ne va pas arriver, je dis qu'elle va peut-être arriver. Les temps du changement sont quand même... il y a bien sûr des disruptions qui arrivent, qu'on prévoit d'ailleurs, comme toute disruption qu'on n'anticipe pas, mais il y a quand même aussi des temps qui sont les temps liés à l'usage qui sont quand même extrêmement longs. Faire évoluer des usages, c'est extrêmement long. Je pense qu'il y a des invariants de la psychologie humaine qui sont extrêmement forts à faire bouger. Et puis moi aussi, je pense qu'il y a des mouvements de balancier. Quand il y a une nouveauté qui arrive quelque part, souvent on part dans un sens, il y a une sorte d'engouement, d'hyper-acceptation. On teste les limites du modèle et on revient à une sorte de mouvement d'équilibre. Donc, ce n'est pas toujours facile.
Donc la verticalité, je ne dis pas qu'on n'y viendra pas. Je pense que simplement, culturellement, on ne va pas y venir tout de suite. On va d'abord essayer. Et c'est un élément intéressant pour ce que disait Bernard Roy tout à l'heure. Je trouve un élément intéressant de la ville européenne. Je trouve que justement, le modèle de la ville européenne est un modèle éminemment plastique. C'est-à-dire que c'est un modèle justement où on arrive, et je trouve ça passionnant, on arrive à être sur une superposition et une richesse, et finalement, en effet, un formalisme assez rigide. C'est vrai que ce que Martin Vanier a raison, la forme de la ville ne bouge pas beaucoup. Par contre, les usages qu'on arrive à en tirer, eux, évoluent extrêmement fort. Ça veut dire qu'en effet, la ville européenne, grâce à cette structuration extrêmement longue, extrêmement lente, à ces siècles qu'elle a traversés, est une ville éminemment plastique, c'est-à-dire qui arrive à muter en gardant une forme qui lui reste quand même personnelle, intrinsèque, à évoluer en accord avec un certain nombre d'usages. Je pense qu'on a peut-être poussé un certain nombre de choses un peu trop loin et on revient en arrière. Mais donc, sur la verticalité, on va y aller, mais je pense qu'on va d'abord essayer d'autres choses avant d'aller vers ça, parce que ça nous est, à mon avis, difficilement acceptable. Merci. On regarde comment la question de la densité est un vrai problème avec le Covid aussi. Merci beaucoup, Christelle. Ça ouvre encore d'autres questions. Moi, je vous ai promis d'être gardien du temps sur 90 minutes et la 90e minute est en train d'arriver. Alors, Mathieu Garot n'a pas pu poser ses questions. Mathieu, qui est à la Fondation Palladio. Mais Mathieu, je te promets, on va les transmettre à nos trois intervenants. C'était des questions autour notamment que ce soit les méthodes dans la science-fiction. Est-ce qu'on peut regarder aussi ce qui se passe du côté de la bande dessinée en science-fiction, mais ensuite sur des questions de fond aussi autour des urgences, de l'urgence climatique et justement du temps long. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction ? De toutes les manières, la Fondation Palladio organise cette année avec la Fabrique de la Cité de Vinci un nouvel événement qui s'appelle Université pour la ville de demain, qui est justement le rassemblement de décideurs, autant publics que privés, qui travaillent notamment dans des groupes de travail et qui seront amenés à se retrouver prochainement, qui a justement vocation de rassembler les énergies et de pouvoir faire cranter les actions nécessaires, ou en tout cas la prise de conscience nécessaire sur le futur de la ville. Les interventions qu'on a eues ce matin participent aussi d'une certaine manière à ces réflexions, c'est-à-dire que pour se projeter, pour agir, pour anticiper, il faut sortir des sentiers battus, sortir de nos couloirs de nage aussi. Alors on va choisir entre randonnée et natation, mais grosso modo, c'est savoir si du monde académique au monde de l'entreprise, de démarches rationnelles à des démarches plus fictionnelles, on voit bien qu'on a des frontières qui peuvent parfois être poreuses et du coup extrêmement fécondes pour faire avancer nos réflexions. Je remercie nos trois intervenants, Christelle, Pierre-Antoine, Martin, d'avoir présenté à la fois votre point de vue et votre expérience. C'était très riche. Merci à toutes les personnes qui sont venues nombreuses ce matin participer à ce petit déjeuner. Un autre petit déjeuner se tiendra dans le courant de l'année et nous espérons cette fois-ci autour de vrais cafés et de vraies mini-viennoiseries. Voilà, parce qu'on est un peu gourmand aussi. Merci à toutes et à tous et on vous dit à très bientôt dans les activités de la Fondation Palladio. Bonne journée, au revoir. Merci.